On s'est croisés devant l'école. Elle est vraiment chouette, cette maîtresse. Il ne croit plus à la petite souris. Enfin, je suis sortie des couches. J'étais en retard à la réunion parents-prof. La Reine des Neiges me sort par tous les trous. Ça, c'était moi. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Et puis, mes pensées se sont éloignées de la scène. Je suis partie tellement loin que j'ai loupé un échange sur l'épilation définitive qui m'aurait sûrement plus intéressé que les histoires de pipi-caca et de sortie d'école. Seule femme sans enfant d'un groupe de mamans épanouies, je me sentais seule. Complexée par ce manque perçu à ma féminité, en souffrance sans tout à fait me l'avouer, me réfugiant dans un sentiment d'ennui plus facile à assumer. Sauf que la maternité, il m'est encore permis d'en rêver, au moins pour un temps. L'anti-héroïne que je reçois aujourd'hui n'a pas vraiment eu la possibilité d'en rêver. Infertile, elle a longtemps douté de sa féminité comme de sa légitimité à exister socialement. Elle nous raconte comment elle a traversé le deuil de la maternité, comment elle a accepté ses peurs, comment elle est sortie de son isolement silencieux et réinvesti sa féminité d'une façon qu'elle a choisie. Bienvenue dans Anti-héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. Aujourd'hui, dans Anti-héroïne, je suis ravie d'accueillir Catherine Emmanuel de Lille depuis Montréal. Bonjour Catherine Emmanuel. Bonjour Yasmine. Alors tu es thérapeute en relations d'aide et créatrice aussi du blog femmesansenfants.com. Tu portes notamment la voix de ces femmes que j'imagine assez nombreuses qui par circonstance ou par choix n'ont pas et n'auront pas d'enfants. En te lançant dans ce combat, est-ce que tu as été confrontée à certaines peurs? J'adore ta question, puis j'avais hâte d'y répondre parce que j'ai envie de commencer en me disant que la peur a toujours été très présente dans ma vie. Je retourne un peu en arrière, mais dès ma petite enfance, j'ai toujours eu une grande peur par exemple, de commencer l'école. Ça a été ma plus grande peur au départ dans ma vie. En fait, je pense que j'avais peur de pas être aimée ultimement, de pas me faire d'amis. J'avais beaucoup peur aussi de la nouveauté. Et avec le temps, en fait, j'ai réalisé que en fait, j'aime la nouveauté. Donc, c'est comme si j'ai appris un peu à dompter, si on veut, cette peur-là. Et la peur est devenue, dans le cas de la création de mon site femmesansenfants.com, la peur est devenue une énergie propulsante. Parce que ça fait ça aussi, la peur. Oui. La peur, ça paralyse, ça peut paralyser, et je le sais, j'en ai fait l'expérience, j'en fais encore l'expérience, parce que c'est une compagne qui est toujours là avec moi. En fait, c'était une ennemie que j'enfermais dans un placard, c'était pas une compagne. Parce que j'en avais honte, je crois. Et maintenant, c'est dans le cas de la création de Femmes sans enfants, ça a été une énergie propulsante, la peur, qui m'a permis d'aller de l'avant. Et je crois que mon désir d'aller à la rencontre de femmes comme moi et mon impulsion était plus grande, en fait, que ma peur. Mon impulsion de création, mon impulsion d'aller de l'avant et mon côté chercheur un peu défricheuse a pris le dessus sur ma peur et m'a permis de créer quelque chose qui, en 2012, n'existait pas. En fait, de parler de ces femmes qui étaient invisibles socialement, qu'ils sont encore. Mais il y a quand même une progression, disons,
enfin sur le web en lien avec cette thématique-là depuis que j'ai commencé en 2012, heureusement. Donc c'est encourageant pour moi, pour nous, pour les femmes et les hommes sans enfants de voir qu'il y a une plus grande ouverture, un peu plus de visibilité aussi. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. Comment est-ce que tu expliques la persistance d'un certain tabou autour des femmes sans enfants? Je crois que, premièrement, tout ce qui est hors norme crée un malaise chez les gens. Et c'est particulièrement dérangeant d'aller à la rencontre de quelqu'un qui a une vie totalement différente de la nôtre. Par exemple, quand on est adulte, qu'on fait une rencontre avec un autre adulte, la première question qui vient souvent quand on se connaît pas, c'est quel est ton nom, puis est-ce que tu as des enfants? Et la question suivante, c'est toujours est-ce que tu as un conjoint, une conjointe? Et quand la réponse à cette question est non, ben il y a plusieurs trucs qui arrivent à ce moment-là. Souvent, c'est que moi j'ai vu la conversation complètement s'arrêter, la personne s'en aller carrément, quitter la conversation, ou la personne rester et plus savoir quoi dire, ni savoir comment réagir. C'est fou que ça mette les gens mal à l'aise comme ça. Mais vraiment. Donc pour moi, c'est une preuve que c'est encore vraiment tabou. Parce que ensuite, la question qui vient, c'est toujours, est-ce que c'est un choix ou c'est par circonstance de la vie que t'es sans enfant? Puis là, après, quand on se lance dans l'explication, qu'on dit si on est femme sans enfant par choix ou par circonstance, si on est par circonstance, on nous dit, tu sais, tu peux toujours adopter. Donc, c'est toujours un peu les mêmes réponses qui arrivent, qui sont des réponses pour nous amener vers une issue qui serait pro-nataliste, tu sais, qui nous amènerait à avoir un enfant. Puis, si on est femme sans enfant par choix, souvent, les femmes se font dire, t'as pas peur d'être seule quand tu vas être vieille, ou les deux se font dire aussi souvent, t'as-tu un animal? Si t'as un animal, c'est un peu comme ton enfant. Comme s'il fallait absolument s'occuper d'un autre être humain ou d'un animal pour avoir une valeur. Donc, ça illustre bien le malaise qui est en lien avec ce choix qui est en dehors de la norme sociétale. Et en fait, ce que ce choix ou ce non-choix amène chez les femmes, particulièrement les femmes sans enfants par circonstance, c'est souvent qu'elles ressentent une certaine forme de jugement qu'elles finissent par internaliser en elles. Elles finissent par arriver à se juger, à se regarder comme un peu parfois comme la société les regarde, comme une moins que femme, comme une femme moins importante, pas totalement accomplie, ce qui est faux. Donc, c'est possible d'être une femme sans enfant, d'être accomplie, d'être heureuse, de mener une belle vie, mais ça va être nécessairement une vie différente. Et c'est cette différence qui est difficile à naviguer pour les femmes sans enfants, pour certaines femmes sans enfants, mais aussi pour leur entourage, tant au point de vue du travail, de la famille, des amitiés. Donc, comme ça touche toutes les sphères de leur vie,
c'est pour ça que c'est particulièrement complexe de vivre en assumant ce statut de femme sans Parce que enfant. quand tu dis que t'as pas d'enfant, les gens te regardent bizarre et te plaignent peut-être, alors que c'est pas forcément quelque chose qui te rend malheureuse en fait. Mais on part du principe que voilà, que c'est une injustice et que t'en es forcément une victime derrière. Enfin, alors que comme tu disais, quelque part t'as quand même, oui, t'as le choix d'adopter. Donc quelque part, il y a toujours quand même un choix derrière. Enfin, il y a évidemment des circonstances, hein, je dis pas le contraire, mais derrière, in fine, il y a quand même un choix que l'on fait quand même. Oui. Donc je vois pas pourquoi on accablerait ces personnes de Mhm. malheur, Mhm. forcément. Mais en même temps, je pense que c'est un processus, tout ça, parce que quand on apprend, tu sais, comme moi, j'ai appris à 14 ans, c'est ça mon histoire, en fait, j'ai appris à 14 ans que j'étais en ménopause précoce, et que je pourrais jamais avoir d'enfant, mais c'est sûr qu'au départ, je me suis sentie comme une victime, puis c'est une étape, je pense que c'est une étape normale quand on reçoit un diagnostic d'infertilité, quand on fait face à Bien sûr, en plus à l'infertilité. l'adolescence. Oui. Donc, il n'y a rien de mal à avoir un sentiment d'être un peu une victime de la vie, mais ce qui est triste, c'est d'y rester, en fait, puis de pas arriver à retrouver son pouvoir sur sa vie. Euh, Puis, tu sais, je tiens à dire que pour les femmes en deuil de la maternité, ça peut être très long de retrouver le pouvoir sur sa vie, puis c'est normal. Donc, si ça fait longtemps que vous avez du mal à Mhm. accepter cet état de fait que vous n'aurez pas d'enfant, vous n'êtes pas anormal, vous êtes dans un processus totalement normal Ouais. puisqu'il est totalement incompris de la société où vous évoluez. Et donc, c'est normal que ce soit complexe à accepter et long. Pour terminer sur le tabou des femmes sans enfants, bien sûr, il y a une sorte d'idéologie pro-nataliste assez puissante qui est derrière tout ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des peurs derrière ce tabou? Tu disais par exemple la peur de se retrouver seule en vieillissant. Donc ça, c'est des peurs que les gens imaginent pour les autres, en fait. Mais voilà, tout le monde n'a pas peur de se retrouver seul, déjà, et tout le monde n'a pas peur de vieillir seul non plus. Non, tout le monde n'a pas peur de se retrouver seul en vieillissant, mais je pense que quand même c'est une peur réelle. Euh, pour les femmes sans enfants, c'est une peur qui est là. Et une des grandes peurs, puis qui est super tabou pour les femmes sans enfants par circonstance, c'est la peur de mourir seule. Ça, c'est une peur qui est très présente, qui est pas nommée souvent ouvertement par les femmes, mais quand on creuse un peu la question, on se rend compte que c'est une peur qui est présente. Je porte moi-même cette peur-là, cette peur de mourir seule, cette peur de vieillir seule. Quoique moi, la solitude est bien présente dans ma vie. J'ai pas de conjoint, pas d'enfants, j'ai plein d'amis, mais j'ai une famille aussi, mais cette solitude est bien présente. Alors, cette peur de vieillir seule, de mourir seule est présente aussi. Et souvent, quand on l'évoque, ce que je trouve un peu triste, c'est que les gens vont tout de suite répondre, ah ben tu sais, c'est pas parce que tu as des enfants qu'ils vont être là pour s'occuper de toi Hmm. quand tu vas être vieille. Oui, en plus. Et derrière cette réponse qui vient quasi automatiquement quand on évoque la peur, ben c'est pour moi cette réponse, c'est comme de mettre un couvercle sur la peur et Hmm. de dire non, non, surtout n'en parle pas là parce que ça me met mal à l'aise, je sais Hmm. pas quoi dire, je sais pas comment te rassurer. Donc ce que je vais te dire, c'est que ben ça veut pas dire que parce que tu as des enfants, tu vas être entouré
Mais en fait, je pense que cette peur, on a besoin de l'entendre. On a besoin de lui accorder de l'importance parce Bien qu'elle sûr. nous indique qu'il y a un espace qui a besoin d'être accueilli puis dont on doit s'occuper. Mhm. Puis comment on peut s'occuper de cet espace de peur? C'est en essayant de se projeter dans l'avenir, en pensant à mon avis, à des solutions ou à des façons de se préparer à cette vieillesse qui va éventuellement arriver si on est chanceux de vivre longtemps, de se préparer à cette vieillesse-là en songeant à la manière dont on s'entoure. Mhm. Oui. C'est-à-dire que pour les femmes sans enfants, se créer un réseau, je crois que c'est particulièrement important. Se créer un réseau social diversifié. Oui. Donc, de gens de tous âges, des plus jeunes, un peu plus âgés, des personnes très âgées, pour être en mesure de s'appuyer sur une diversité de personnes qui vont éventuellement peut-être pouvoir être là pour nous tout au courant de notre vie, parce qu'on sait qu'on vit toutes sortes d'épreuves, hein, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on traverse les épreuves de la vie, et Dieu sait qu'on les traverse mieux si on est entouré de personnes. Bien sûr. Donc, Et je les pense enfants que sont pas c'est une forcément manière la de... solution, non? Enfin, moi, je me dis que les enfants sont pas toujours Exactement. les mieux placés pour vous consoler, par exemple, quand vous allez pas très bien, voilà, ou même pour vous tenir la main. Ben, c'est ça, ils sont comme... Donc, je pense pas que de balayer, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter de rester, de faire face à cette peur, accepter d'y rester, puis accepter d'être curieuse et d'explorer quelles pourraient être les manières de s'en occuper, de se projeter dans le temps, puis d'essayer de voir des solutions ou des stratégies pour se créer un réseau. Ça peut être aussi de faire des recherches sur les différents types d'endroits où on peut habiter quand on va être âgé. Ça aussi, ça peut être une manière de s'informer, d'aller chercher des ressources, puis d'amorcer une réflexion plutôt que de le glisser sous le tapis, puis de se dire, bon, ben, je le gérerai quand ça arrivera. Oui. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la réflexion, de l'exploration et de l'exploration concrète des stratégies et des ressources. Alors, si on entre un petit peu plus dans tes propres peurs, donc si j'ai bien compris, il t'arrive d'avoir peur, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu plus de quoi est-ce que tu as peur et dans quelles circonstances est-ce que tu es confronté à la peur? Ce que je disais au début de notre rencontre, c'est que oui, la peur est toujours présente dans ma vie depuis que je suis toute petite. La peur de pas être aimée, la peur de pas être acceptée, la peur d'être rejetée, la peur de pas être importante. Tout ça, c'est encore présent maintenant, mais contrairement à ce que je faisais avant, la peur maintenant est une compagne parfois que je tolère, parfois que j'accepte. Parce que elle est pas toujours bienvenue dans ma vie. Parfois, je la juge. Parfois, j'aimerais qu'elle disparaisse. Mais quand j'y suis sensible, c'est là que j'arrive à voir qu'est-ce qu'elle m'indique et qu'est-ce qu'elle me dit, de quoi je dois m'occuper en lien avec cette peur-là. Donc ça, c'est la première forme de peur qui est dans ma vie, qui est une peur relationnelle. Mais il y a aussi une peur d'entreprendre des nouvelles choses. Au travail, par exemple, entreprendre des nouveaux défis,
entreprendre des nouveaux projets en lien avec mon blog, en lien avec ce que je crée. Mhm. Puis, ben, il y a toujours une peur aussi, une certaine forme de peur d'aller à la rencontre de mes clients Mhm. en thérapie, J'imagine. parce que je ne sais pas ce que je vais découvrir, je ne sais pas ce que les histoires que je vais entendre vont déclencher en moi. Il y a une peur de pas être à la hauteur, de pas savoir quoi dire au bon moment. Et en même temps, en acceptant cette peur-là, il y a quelque chose qui s'installe quand je m'y arrête et quand je la balaie pas en dessous du tapis, c'est là que, après avoir fait place à la peur, oh, là, je touche à des ressources, Mhm. c'est-à-dire les ressources qui sont les expériences passées. Comment ces expériences se sont passées? Qu'est-ce que j'ai traversé? Qu'est-ce que je suis arrivée à vaincre en lien avec ces peurs-là dans ma vie? Et quand j'arrive à me rappeler de ce que j'ai réussi à accomplir malgré et avec les peurs, ben c'est là que je retrouve un espace où j'ai confiance en moi. Mhm. C'est J'ai une grande confiance en ma fierté. sensibilité. Mhm. Oui, j'ai confiance en mes expériences, en mon intelligence, en mon empathie. Et là, c'est ça, je retrouve le chemin vers mes ressources en la laissant exister, cette peur, quand elle se pointe le bout du nez. Et puis c'est important pour moi, je réfléchissais à tes questions avant l'entrevue et je me disais, mais est-ce que c'est bien de dire que je suis une thérapeute et que j'ai peur à Oui. mes futurs clients? Mais oui, c'est bien parce que ça montre toute l'humanité Mhm. Exactement. qui est acceptée. En fait, toutes les parties de soi doivent être acceptées, à mon avis, normalisées. Et, euh, et oui, je suis une thérapeute et je porte des peurs. Mhm. Et mes clients aussi portent des peurs et on est aimable, on est acceptable, même en portant des peurs. Bien sûr, tout le monde Donc, en a. c'est pour ça que c'est important pour moi de montrer là-dedans, pour dire que ben moi aussi je porte des peurs et c'est tout à fait normal et ça fait pas quelqu'un de moi de moins compétent Mhm. euh, et de moins aimable. Donc, si je résume, tu as une vision quand même assez positive de la peur, cette compagne embêtante, agaçante, carrément flippante même, on peut Ouais, dire, par moments, ouais, mais oui, qui oui. est riche en enseignements quelque part et qui parfois te montre la voie même. J'avais envie de te demander aussi si tu aimais parfois ressentir la peur. Voire te faire peur. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies et si oui, dans quelles circonstances ou dans quelle situation? Oui, ben oui, à quelque part. C'est ça, à quelque part, la peur peut vraiment me paralyser à certains moments, m'amener dans des zones où je tombe dans la procrastination parce que j'ai peur par rapport à certaines tâches. Mais comme j'ai dit, cette peur-là est aussi une compagne. Puis oui, dans un espace un peu plus léger, moi j'aime ça avoir peur. J'adore les films d'horreur. Je Mhm. suis une fan du cinéma d'Hitchcock. Il y D'accord. a quelque chose là-dedans que j'adore. J'adore le suspense. J'adore ne pas savoir ce qui va arriver. J'aime être surprise. Donc oui, j'aime ça. J'aime à quelque part avoir peur. Je pense qu'il y a un petit côté un peu comme une drogue là-dedans. Puis c'est sûrement parce que j'ai peur que j'avance étrangement. Hein, tu dirais, voyons, c'est deux énergies contraires, mais quand j'ai peur, ça veut dire qu'il faut que j'y aille, que Mhm. j'ai quelque chose à gagner, que j'ai quelque chose à dépasser. Alors, si on replonge un petit peu dans le passé, dans ton passé et les peurs que tu as pu ressentir,
Est-ce que l'annonce de ton impossibilité, en fait, de concevoir un enfant, naturellement, sur le moment, est-ce que ça t'a causé des peurs, en fait, quand on te l'a annoncé? Mais oui, vraiment, peur de plein de peurs. Euh, ben, premièrement, c'était une réalité, j'allais pas être comme les autres femmes. Donc, j'avais peur de rester en marge, j'avais peur, une grande peur aussi de pas rencontrer, euh, de pas rencontrer un homme qui voudrait être avec moi. J'avais peur d'être laissée par des futurs conjoints parce que quand j'allais leur annoncer que je pourrais pas faire d'enfant, j'avais peur qu'ils m'abandonnent. Euh, Ça, c'était une grande, grande peur, je dirais, au début de la vingtaine, qui s'est estompée avec le temps, Mmh. parce qu'en fait, et avec le deuil, parce que quand j'ai commencé à faire tout mon travail de deuil, j'ai réalisé avec le temps et je me suis appropriée avec le temps cette identité de femme qui n'aurait pas d'enfant. Puis à un certain moment, avant, quand j'entrais en relation, je cachais que je pouvais pas avoir d'enfant. Et avec le temps, c'est devenu la première chose que je nomme quand je rencontre quelqu'un. Je dis, ben moi, moi, je peux pas avoir d'enfant et c'est plus quelque chose qui me fait peur Mmh. parce que je l'assume, parce que je l'accepte, parce que j'ai fait tout un cheminement par rapport à ça. Mais oui, j'avais vraiment peur d'être rejetée. Euh, J'avais Mmh. peur d'être toujours Ça se perçue comprend. comme une moins que femme, une femme pas accomplie, une femme un peu en marge, bizarre. Et il faut dire aussi que j'avais des peurs physiques parce que moi, mon corps se développait pas parce que j'avais pas les hormones nécessaires. Donc, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais le corps d'une fille de 12 ans. Mmh. Donc, j'étais pas développée, j'avais pas de fesses, j'avais pas de seins, tout ça. Fait que j'avais des peurs de rester toujours différente physiquement des autres filles. Des peurs que mon corps reste toujours comme ça, puis que je reste toujours physiquement très différente, puis en marge. Donc, avec les hormones, tout ça, ça s'est dissipé. Mais je dirais que c'est ça, les peurs qui étaient présentes pour moi au départ. D'accord. Et alors, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la notion de deuil, que je trouve quand même Mhm. assez forte. Et, et j'émets un petit doute sur l'emploi de ce terme quand il s'agit d'une maternité qui n'existe pas en fait. Est-ce que c'est vraiment le deuil, je me demande, hein, est-ce que c'est vraiment le deuil d'une maternité qu'on ne connaît pas, ou est-ce que c'est plutôt le deuil d'un rêve? Je ne sais pas si c'était ton cas, ou est-ce que c'est plutôt une attente sociale à laquelle il faut qu'on renonce pour nous-mêmes. Et donc, est-ce que c'est ça le deuil que, quelque part, on doit faire, en fait? Parce que pour moi, le deuil, c'est vraiment c'est vraiment par rapport à une chose qu'on a perdue. Enfin, là, alors oui, on perd la capacité de... Mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment endeuillé par quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, quelque part? C'est ça que je me La demande. réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, puis c'est super intéressant ce que tu dis parce que il y a plein d'autres personnes qui se disent, ben non, mais il n'y a pas eu un vrai enfant, donc il n'y a pas vraiment un deuil. Donc, et ça, souvent, ça amène les gens sur un terrain glissant de dire, ben là, reviens-en, tu sais, t'en as pas eu d'enfant, il n'y a même pas eu un vrai bébé qui est Hmm. né, pourquoi c'est si long de faire ce deuil-là? Mais c'est justement parce que ce deuil-là n'est pas reconnu par la société en général que c'est si long. Donc, oui, c'est un vrai deuil. C'est le deuil de l'enfant qui est pas né, donc l'enfant qu'on n'a pas eu physiquement. Mais c'est aussi, comme tu le nommes avec justesse dans ta question, c'est le deuil du Hmm. rêve. Donc, c'est le deuil de tout ce qui vient
avec ce qu'on avait imaginé. Souvent, c'est le deuil du conjoint, le deuil de la famille, le deuil de la reconnaissance de la société, le deuil d'une place dans la société qui est reconnue. C'est tout ça. Ouais. C'est tout ça qui est vécu par les femmes et pour elles, c'est réel. Même s'il n'y a pas eu d'enfant matériellement, ça s'appelle un deuil. Et c'est parce que c'est pas reconnu totalement comme un vrai deuil par la société que ça le rend complexe et long, très long. L'infertilité a eu de façon incontestable des conséquences sur divers aspects de ta vie. Est-ce que tu veux bien qu'on les passe en revue? Je pensais notamment à ta vie amoureuse. Donc, dans le fond, tu me demandes si l'infertilité a eu des conséquences sur ma vie amoureuse. Oui, parce que tout à l'heure, tu me disais que tu avais peur, justement, de pas rencontrer de conjoints qui puissent accepter ça, ce genre de choses. Et donc, moi, je me demandais finalement, jusqu'à aujourd'hui, si ça avait véritablement pesé, en fait, sur ta vie sentimentale. Je pense que oui, parce que ça a eu un impact sur ma confiance en moi, ma valeur en tant que femme, ma féminité. Et tout ça, ça fait que je suis peut-être moins allée à la rencontre des hommes avec de la confiance. Parce que moi, je portais un genre de complexe d'infériorité, de je suis pas une vraie femme parce que je suis infertile. Des relations sexuelles, ben moi, ça pourra jamais mener à la création d'un enfant. Donc oui, je suis allée je pense en relation à travers les années avec moins de confiance, moins d'amour de moi et avec une espèce de doute sur ma féminité. Même si je suis une femme extrêmement féminine, si tu me rencontrais, tu verrais, tu sais, j'adore me coiffer, j'adore choisir mes vêtements, c'est vraiment, j'adore la mode, je suis une fille très féminine, mais oui, je pense que ça a eu un impact sur le fait de ralentir, en fait, de freiner mes rencontres. Parce que ça a affecté ma confiance en moi, en tant que femme. Et je comprends, enfin, c'est quelque chose que je peux complètement comprendre. Et est-ce que ça a affecté d'autres aspects de ta vie? Je pense à la vie sociale et au travail qui doit pas être négligeable. Ben en fait, maintenant, je peux dire que cette infertilité-là m'a ouvert toute une porte, une nouvelle porte sociale. Et en fait, la création de mon site et la création de mes groupes Meetup à Montréal et à Paris, ça a ouvert pour moi toute une nouvelle gamme de relations sociales parce qu'en fait, le cadeau que je me suis fait, au départ, je savais pas que ça arriverait, mais ça m'a permis ces groupes et ce site m'ont permis de rencontrer des femmes comme moi. Donc, des femmes sans enfants par choix et par circonstance. Et il y en a plusieurs qui sont devenus des amis proches. Il y en a que j'ai eu la chance aussi d'aller rencontrer quand j'ai donné une conférence à Paris, il y a quelques années. Et c'était des femmes avec qui je discutais sur les réseaux sociaux depuis des années. Puis là, j'ai eu la chance, enfin, de les rencontrer en vrai. Donc, ça a été vraiment comme une espèce de impact positif sur ma vie sociale, de nourrir davantage mon réseau social de femmes qui me ressemblent.
Je vois encore j'ai plein d'amis qui ont des enfants, mais je dirais que la majeure partie des femmes que je vois souvent sont des FSE, comme je les appelle, des femmes sans enfants. Et ça a eu un bel impact sur ma vie. Et quant au Merci travail, pour le terme de FSE parce que j'ai entendu nullipare. Je trouve ça absolument horrible. Donc ouais, je FSE, sais. c'est tout simple et ça dit ce que ça dit et il y a rien de moche derrière. Il n'y a pas de jugement. Enfin, voilà, c'est parfait. Donc merci pour ça. Mais tu sais, en fait, j'aimerais revenir sur FSE parce que j'ai souvent des femmes qui m'écrivent puis qui me disent j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là parce que je ne suis pas qu'une femme sans enfant. Oui, c'est vrai. Mais oui, donc pour certaines, ça peut être réducteur. Mais moi, je réponds toujours la même chose. En fait, je pense qu'on est à l'étape où on est encore invisible. Et de s'approprier, pour moi, de m'approprier ce terme-là, FSE, mais oui, je suis une FSE et je suis fière de le dire et je le clame haut et fort. Et je pense qu'on est encore à cette étape-là d'exister avec notre statut, notre vécu. Puis pour moi, c'est important de l'utiliser parce qu'on a encore à gagner à être vu, à être entendu et ça nous distingue et je trouve ça chouette, moi, en fait, que ça nous distingue parce que oui, c'est vrai, ça nous place dans une classe particulière de femmes. Et c'est important qu'on se l'approprie, à mon avis. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est un petit peu tout ça qui t'a mené à devenir thérapeute? Si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui est assez récent et donc j'imagine que tu faisais autre chose avant. Mais en fait, je fais encore autre chose. Moi, mon parcours professionnel, ça a été d'être enseignante en art dramatique D'accord. dans les écoles primaires au Québec. J'ai été enseignante pendant 14 ans en art dramatique et ensuite j'ai commencé à être enseignante en francisation. Donc, j'accompagne les enfants immigrants qui arrivent au Québec et qui doivent apprendre le français. Et je fais maintenant ce travail d'enseignante. Et en parallèle, effectivement, j'ai commencé une nouvelle carrière. Je suis thérapeute en relation d'aide par la NDC. Et effectivement, c'est tout mon travail avec Femmes sans enfants qui m'a donné envie d'être là pour aider ces femmes qui sont en deuil de la maternité ou qui ont du mal à accepter leur statut de femmes sans enfants. C'est pour les aider que j'ai décidé, en fait, de faire cette formation parce que je sentais que c'était comme la carte qui manquait un peu dans mon jeu, dans le sens que j'ai toujours été une personne très sensible, empathique, qui avait une grande capacité d'écoute, mais je sentais qu'il me manquait des outils pour vraiment être en mesure d'accompagner en thérapie et aussi d'outils pour apprendre à me protéger aussi de la souffrance, de ne pas la prendre toute sur mon dos et de me garder un espace pour moi, pour exister, pour pas être envahie par la souffrance des autres. C'était comme une peur que je portais, justement. J'avais peur d'être envahie par la souffrance, puis d'être touchée par une espèce de fatigue de compassion. Donc, j'ai fait l'expérience avant d'être thérapeute. J'ai accompagné des amis dans des grandes difficultés de vie. Puis oui, à un certain moment donné, je me suis retrouvée dans des états où je me laissais envahir un peu par la souffrance de l'autre. Puis là, ben, je me suis dit, ouais, je pense que ça sera vraiment important que j'aille chercher des outils si je veux faire ça pour être capable d'accompagner les femmes. Et je pense que c'est particulièrement percutant pour les femmes
que j'ai vécu cette expérience de l'intérieur, du deuil de la maternité pendant tant d'années, que j'ai écrit là-dessus, que je me documente, que je fasse des entrevues encore. Je pense que ça me donne vraiment une riche connaissance de l'intérieur du phénomène. Et ça fait que je suis capable d'accompagner mes clientes en les amenant à réaliser que ce qu'elles vivent, c'est loin d'être banal, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être un chemin tracé, accepté par la société. Et de valider tout ça, on dirait que ce que je réalise, c'est que ça les apaise d'être entendus, d'être validés, d'être comprise par quelqu'un qui connaît le phénomène de l'intérieur. Et j'ajouterais que ça me touche particulièrement de le faire, de accompagner ces femmes-là, parce que moi, ce qui a fait que j'ai créé Femmes sans enfants, c'est que j'ai été toute seule tellement longtemps à vivre avec ce diagnostic-là, parce que j'ai pas été accompagnée, moi, en thérapie. À partir du moment où j'ai eu mon diagnostic, ce qui est arrivé, c'est que dans ma famille, on a décidé qu'on n'en parlait pas. Donc, on a glissé ce diagnostic sous le tapis parce que, en fait, mes parents croyaient que c'était mieux si on n'en parlait pas parce qu'ils avaient peur que ça déclenche de la peine chez moi. Ils avaient peur que ce soit pire si on en parlait. Mais en fait, ça a été pire de pas en parler pour moi. Et je me suis dit, en créant Femmes sans enfants, c'est pas vrai qu'il y a une autre femme qui va vivre autant d'isolement que moi j'ai vécu. Ça s'arrête ici, l'isolement de ces femmes-là. C'est pas normal, c'est pas souhaitable. Et je crois que ces femmes ont un grand besoin d'être entendues, d'être comprises et de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et c'est ça la réalité. Elles ne sont pas seules. Mais c'est juste que beaucoup d'entre elles sont isolées avec leur vécu. Mais quand elles réalisent qu'il y a plein d'autres femmes qui vivent la même chose qu'elles, via maintenant les réseaux sociaux, via mon site, via d'autres sites, mais là, c'est un véritable game changer pour elles. Est-ce que ça a affecté ta vie professionnelle à certains moments? Oui, ce diagnostic-là a été très, très, très difficile à vivre pour moi au point de vue professionnel. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, je suis une enseignante des écoles primaires. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ma carrière, ma jeune vingtaine, dans un milieu ultra pro-nataliste. Donc, on se remet en contexte, je suis entourée de mères, je suis entourée d'enfants, je suis entourée de papas aussi et d'enseignantes qui, pour la plupart, ont des enfants. Donc, ça a été extrêmement difficile. Je pense que ça a complexifié mon deuil parce que moi, j'ai été confrontée quotidiennement pendant des années aux discussions dans la salle des professeurs autour des enjeux de maternité. Et au départ, ce qui s'est passé pour moi, la manière dont j'affrontais où je traversais ces moments, supposons au dîner, de conversation entre les mères, c'est que je m'effaçais. Je m'effaçais parce que tout ce que j'avais envie de dire, c'est si vous saviez comme j'aimerais les avoir, les problèmes que vous avez, les difficultés que vous traversez, vous n'avez pas idée à quel point c'est souffrant de vous entendre et de pas pouvoir dire « moi aussi je vis ça ». C'était, en anglais, on dit « it was crushing ». C'était dévastateur de ne pas être capable de dire « moi aussi je vis ça ». De pas pouvoir donner mon avis, de pas pouvoir partager avec elle. Tout ce que j'avais le goût de faire, c'était de m'effondrer, puis de me mettre à pleurer, puis de dire... Tes collègues avaient conscience de ça? Ils connaissaient pas ta situation, oui, j'imagine. Au départ, non, puisque j'étais incapable d'en parler. Mais ce qui est arrivé, c'est que au fil du temps, quand j'ai commencé à faire mon deuil, ça s'est progressivement
transformé. Alors, au départ, je vivais beaucoup de peine. Après ça, ça s'est transformé en colère, en sentiment d'injustice. Mon discours, c'était, mais il faut que parler de ça. Là, je suis glissée dans le jugement d'elles. Elles ont rien d'autre à faire de leur vie. Elles parlent juste de ça. Ça m'ennuie. Est-ce qu'on pourrait parler de d'autres choses? Tu sais, moi, je suis passionnée par plein de choses. Le cinéma, la mode, le théâtre, la musique, les arts visuels, les chats. Tu sais, je rêvais qu'on soudainement, on se mette à parler de d'autres choses que d'enfants. Et là, donc, je suis passée de la peine à la colère, au sentiment d'injustice. Puis ça s'échelonne sur plusieurs années. Donc là, ça s'est transformé avec le temps en « mais si tu veux être entendu, si tu veux participer à la conversation, il n'en tient qu'à toi. Il n'en tient qu'à toi de te montrer avec ce que tu vis. Tu as quelque chose à partager. C'est clair que c'est pas en lien avec la maternité, c'est pas en lien avec des enfants. Mais toi, tu as quelque chose d'important à apporter, tu as quelque chose de différent à apporter à la conversation. Ce qui est devenu important pour moi, c'était de commencer à parler de ce que je faisais en ligne et à commencer à parler de mon engagement, à parler de la réalité de ces femmes-là dans la société. Et tranquillement, j'ai été capable de commencer à exister dans mon milieu de travail et de dire, ben non, moi, j'ai pas d'enfant, mais en fin de semaine, j'ai fait telle chose et c'était génial. Mais ça, c'est venu après des années de travail et ça m'a mené éventuellement à la création d'une conférence qui parle du vécu des hommes et des femmes sans enfants en milieu de travail. Donc, je pense que ce que je trouve intéressant, c'est que je peux déployer maintenant devant toi, devant les auditeurs, tout le spectre de mon évolution et je vois que, tu sais, en fait, je conscientise maintenant que j'ai fait tout un travail d'acceptation de mon vécu, un travail de donner de la valeur à ce que je fais, à ma vie. Et ensuite, quand j'ai été en contact avec ma valeur et à la valeur de ce que j'apporte aux autres dans la vie, ben là, j'ai été en mesure d'en parler puis d'avoir envie d'en parler à un plus grand groupe de personnes, d'en parler aussi dans un contexte plus formel d'une conférence. Donc, et maintenant, ben, ce que j'essaie de faire, c'est de conscientiser les gens dans mon milieu, comme j'ai dit, milieu très pro-nataliste, à la réalité des gens sans enfants. Je vais te donner un exemple concret. Maintenant, avant la fête des mères, ben j'écris à mes gestionnaires pour les conscientiser sur le fait que ben c'est peut-être important de faire attention à comment vous communiquez autour de cette fête aux employés. Alors oui, effectivement, vous pouvez écrire à tous les employés, leur souhaiter bonne fête des mères, à toutes les femmes qui sont mères, mais ce serait souhaitable d'intégrer aussi à ces messages une pensée pour toutes ces femmes qui auraient voulu être mères et qui ne le sont pas. Ouais. Donc ça, c'est une manière d'inclure les personnes qui n'ont pas la chance de vivre cette expérience et de juste de leur faire un petit clin d'œil en disant, ben, on vous considère, on pense à vous. Ouais. On souligne le fait que ça puisse être un déclencheur pour vous, puis on est sensible à ça. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises à travers le monde qui commencent à donner des options, le choix de se désabonner de toutes ces communications email en lien avec ces fêtes qui peuvent être des déclencheurs de souffrance. Bien sûr. Je pense entre autres à l'entreprise Etsy
qui offre cette option à ses consommateurs de ne pas recevoir toutes les emails en lien avec la fête des mères, la fête des pères, Noël, l'Halloween. Puis je trouve ça extrêmement sain que des entreprises commencent à réaliser que ces fêtes-là pronatalistes, ce sont pas des fêtes qui sont fêtées par tout le monde, et surtout, ce sont des fêtes qui peuvent être un déclencheur réel de souffrance qui réveille pour des blessures, consommateurs. Bien sûr. Mais oui, et là, on commence à tomber dans un monde où on prend ces blessures en compte, puis moi, je trouve que c'est sain. J'aurais bien aimé qu'on dise quelques mots sur les hommes sans enfants. Quelle est leur place dans ton engagement? Je dirais qu'elle est plus mineure parce que je me dédie davantage à parler des femmes sans enfants, mais j'ai quand même fait plusieurs entrevues avec des hommes sans enfants sur mon site internet. Je dois avouer qu'ils sont beaucoup plus difficiles à trouver que les femmes sans enfants. Pas qu'ils sont en minorité dans la société, mais très peu d'entre eux veulent parler de leur vie sans enfants. Donc, ça m'indique que ce serait un sujet encore plus tabou pour les hommes d'être sans enfants. Aussi, la différence que j'ai observée avec le temps, c'est que ils ont moins besoin de se regrouper dans des groupes de soutien pour discuter entre eux. Il y a aussi très peu d'experts qui s'intéressent aux vies des hommes sans enfants, qui les étudient. Il y a un expert qui s'appelle Robin Hadley, qui a fait des recherches sur les hommes sans enfants. Il est en Angleterre, au Royaume-Uni. Et il y a aussi un homme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Michael Hughes, et lui, il est en Australie. Lui, il a lancé un groupe sur Facebook qui s'appelle The Clan of Brothers, et c'est un groupe dédié aux hommes sans enfants par circonstance de la vie, donc qui leur permet d'échanger, tout ça. Ces deux hommes, puis ça, je trouve ça super important d'en parler, ces deux hommes sont aussi des ambassadeurs, tout comme moi, de la World Childless Week. Donc, la World Childless Week, c'est une semaine super importante qui va avoir lieu du 12 au 18 septembre de cette année. Ça fait déjà 5 ans que ça a lieu sur Internet. Ça a été créé au Royaume-Uni par une femme qui s'appelle Stephanie Joy Phillips. Et durant cette semaine-là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein d'événements qui sont créés en ligne pour rallier, informer, célébrer, reconnaître le vécu des hommes et des femmes sans enfants. Et c'est ça, c'est par le biais un peu de cet organisme-là que j'ai eu la chance de rencontrer plein de leaders, hommes, femmes sans enfants qui écrivent et parlent de ce sujet à travers le monde, tant aux États-Unis, au Royaume-Uni, comme j'ai dit, en Australie. Donc, c'est vraiment un événement super important auquel ça me fait toujours un grand plaisir là, de participer. Puis moi, j'y participe en créant du contenu spécialement en français pour les femmes et les hommes sans enfants qui me suivent dans la francophonie. Mais je me demande juste si les hommes sont autant stigmatisés que les femmes dans leur non-paternité. En tout cas, on leur pose moins la question, on trouve ça moins bizarre. Mais à côté de ça, est-ce que ça, c'est pas quelque chose justement qui augmente le tabou qu'il pourrait y avoir autour des hommes sans enfants, quelque part, justement du fait qu'on n'en parle pas, et il y en a peut-être qui sont dans une extrême souffrance et qui sont particulièrement isolés. Mais non, mais c'est vrai que, tu sais, c'est comme si on assume que souvent pour eux, ça doit pas être si pire que ça, c'est pas une si grande souffrance que ça. Parce que la question derrière, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre la paternité et la masculinité quelque part ?
De la même manière qu'on a tendance, dans la société, hein, je parle, à lier la féminité à la maternité, est-ce que c'est autant le cas chez les hommes? C'est un peu ça la question, je pense. Ouais, ben je pense que ouais, c'est une super bonne question, mais je pense que pour les hommes qui n'arrivent pas à procréer, Mhm. sûrement ça amène ça remet en question pour certains d'entre eux, j'imagine, une certaine masculinité ou virilité. Hein, le fait de pas être capable de créer un enfant, effectivement, quand on le veut, ça doit brasser un peu à ce niveau-là. Est-ce que je suis un vrai homme? Si je suis pas capable de procréer, de créer un enfant, effectivement, ça doit être ça doit amener toutes ces questions-là effectivement à différentes intensités chez les hommes. Mais je pense qu'en fait, il y a moins de pression sur les hommes que sur les femmes parce que les femmes Mhm. portent les enfants. C'est tellement Ouais. intrinsèquement lié à l'identité féminine de devenir mère que je pense qu'il y a plus de Oui, pression sur les oui, oui. femmes que sur les hommes. Les hommes, on va leur dire, ben souvent, ça va être comme, ah, ben, tu peux être libre, tu peux faire ce que tu veux. J'avais envie de te demander aussi si la figure de l'anti-héros ou de l'anti-héroïne te parle, et si c'est le cas, quel genre d'anti-héroïne ou de super-héroïne tu serais? Ah, j'adore cette question, puis j'y ai réfléchi. Je trouve vraiment que c'est une question géniale. Alors, je me suis imaginée en, en, en héroïne. Ça me fait sourire de m'imaginer en héroïne. Et en fait, au départ, je me qualifierais, il y a quelques années, euh, de femme invisible. Donc, j'étais la femme invisible avec une cape invisible complètement. Parce que je parle souvent du fait que, ben, quand on est sans enfant, on souffre de l'invisibilité sociale. Donc, quand j'ai commencé, ouais, j'étais complètement la femme invisible, mais j'avais une cape. Je pense que j'étais une anti-héroïne aussi. Donc, parce que j'étais brisée, parce que j'étais souffrante, parce que je croyais que j'avais pas beaucoup de valeur. Donc, hey, c'est quelque chose hein, de dire ça, puis en plus de s'appeler la femme invisible. T'avais conscience de cette invisibilité? Oui, mais là, c'est la première fois que je l'exprime dans avec l'image du personnage, que je l'évoque comme étant, que je l'appelle femme invisible. Et avec le temps, ce qui est arrivé, ce personnage d'anti-héros est comme devenu moitié anti-héros et moitié héros. Tu vois, j'ai vraiment réfléchi à ta question. Et sur ma cape a commencé à apparaître, je me suis dit, est-ce que j'ai une cape de couleur? Et en fait, sur la cape est apparue une mosaïque de visages de femmes que je me suis mise à porter. Ces femmes sont apparues sur ma cape et je me suis dit, ben moi, j'ai envie de porter ces femmes-là. Premièrement, je les porte dans mon cœur. C'est la première des choses, puis ça m'émeut de le dire parce que c'est vrai, je les porte dans mon cœur. Je les porte aussi sur mon dos comme un porte-étendard. Ces visages, pas juste ces visages, mais ces histoires aussi, qui sont particulières, hors normes. Et je dirais que maintenant, je suis plus une femme invisible, je suis une femme visible pour elle. Et je commence à être un peu plus visible pour l'entourage, pour les médias, mais je dirais que c'est fluctuant. Hein? Donc, pas totalement visible encore dans les médias, de plus en plus visible, mais c'est clair que je suis visible pour moi et je suis visible pour les femmes sans enfants.
Et donc, je dirais maintenant que je vais toujours porter cette partie de moi qui est une anti-héroïne, cette part d'ombre, et cette part de lumière aussi qui vient de l'héroïne, qui dépasse ses peurs, qui dépasse ses craintes, qui dépasse les tabous, le jugement envers elle-même, le jugement qui vient des autres. Hier, j'ai écouté un documentaire qui parlait de la chanteuse Alanis Morissette, une chanteuse canadienne. J'ai réentendu la chanson Hand in My Pocket et j'ai été comme frappée par la puissance des paroles de cette chanson. Qui dit, puis j'ai rédigé quelques passages des paroles, ça dit « I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. » C'est ça, ma vie. Ensuite, elle dit « Cause I've got one hand in my pocket and the other one is hailing a taxi cab. » Alors, ça veut dire, j'ai une main dans ma poche, je suis comme arrêtée, je regarde qui je suis pas trop sûre de ce que je suis, mais en même temps, je continue, j'appelle un taxi, je passe à l'action. Donc, ça met en lumière toutes les contradictions qu'amène ce statut-là pour moi d'être sans enfant. Donc, la contradiction d'être une anti-héroïne et en même temps une héroïne de ma vie. Et de porter ces deux chapeaux à la fois, c'est d'arriver à dire, je pense que je suis rendue à une étape où je m'accepte moi-même dans toutes les contradictions de ce que je suis comme personne, dans mon courage qui côtoie ma peur, dans mes doutes qui côtoient mon désir d'avancer, puis c'est ça que je suis, moi. Je suis un paradoxe, une contradiction, je suis une héroïne, une anti-héroïne. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais justement à des auditrices ou à des auditeurs confrontés à des peurs liées à leur non-maternité ou à leur non-paternité et qui auraient du mal à trouver des modèles alternatifs d'épanouissement dans cette société qui reste quand même très pro-nataliste? Ben, spontanément, j'allais te répondre, la pire chose, c'est de rester seule avec ses peurs. Mais en fait, c'est la première étape. Je pense qu'elle est importante. C'est important de pas sauter par-dessus cette étape-là. De prendre le temps de s'arrêter seul à ses peurs, d'y être sensible. Mais après, je pense que c'est important d'aller en relation avec les autres, avec les peurs qu'on porte. Et d'aller vers des gens qui peuvent comprendre ces peurs-là parce qu'ils ou elles les vivent. Donc, je pense que c'est vraiment important et ça peut être, et c'est extrêmement transformateur pour les femmes et les hommes sans enfants d'aller à la rencontre d'autres gens comme eux et comme elles qui peuvent comprendre de l'intérieur leur vécu. Donc, de trouver des groupes de soutien, il y en a sur Internet. Moi, je réfère beaucoup mes clientes à un groupe extraordinaire qui a été créé. C'est moi qui l'avais lancé au départ, puis ça a été repris par une FSE française. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Entre femmes pétillantes sans enfants. Donc, c'est un groupe très bienveillant, positif, profond, où les femmes peuvent discuter entre elles de c'est comment la vie sans enfants par circonstance. Je réfère aussi les femmes vers un groupe qui s'appelle Gateway Women et maintenant, le nom de ce groupe est Lighthouse Women. Donc, c'est un groupe qui vient du Royaume-Uni, qui est dédié aux femmes sans enfants par circonstance. Donc, c'est un groupe extrêmement bienveillant aussi. Et c'est sûr que ben moi, j'offre des événements, je crée des événements pour permettre aux femmes de se rencontrer en personne
à Montréal et à Paris via mes 2 groupes Meetup. Donc, si je fais une récapitulation, premièrement, accepter de rester seule avec cette peur-là pour voir c'est quoi l'impact qu'elle a dans sa vie, y être sensible. Oui, oser regarder la peur et ensuite aller en relation avec d'autres qui peuvent nous comprendre à travers des groupes en ligne, des groupes en personne, mais il y a aussi, c'est super important de le dire, de pas hésiter à être accompagné par un thérapeute, une psychologue, C'est essentiel. qui va comprendre de l'intérieur notre vécu, qui va pouvoir nous écouter pour qu'on puisse se faire une place pour parler de ce qu'on vit, puis être entendu. Donc ça, c'est vraiment important pour les gens qui traversent ce deuil de pas s'isoler. Très important. Alors finalement, Catherine Emmanuel, aujourd'hui, comment est-ce que tu penses que tu gères tes peurs? Et comment vas-tu, surtout? Ah, ça me touche ta question. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. Je vais bien parce que j'accepte la présence de mes peurs. J'accepte de faire avec. Puis, en fait, je dis j'accepte. C'est pas tous les jours que j'accepte. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. J'ai des moments de doute. En fait, la différence maintenant, c'est que j'accepte de montrer aux autres quand j'ai peur. Je refuse de m'isoler avec mes peurs. Oui, c'est pas honteux d'avoir peur. Ben, c'est ça. Mais avant, pour moi, c'était honteux d'avoir peur. Et en fait, ce que j'ai réalisé à travers ma formation de thérapeute, c'est que quand je me montrais dans les espaces où j'avais peur, ben, j'attirais la sympathie des autres qui me disaient « Ah, moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, je me sens comme ça. Ça m'a fait tellement de bien de t'entendre dire que tu avais peur. » Mais oui, j'ai peur. Oui, se montrer vulnérable, ça veut pas dire qu'on n'est pas courageux par ailleurs. Au contraire, c'est courageux en tant que tel, je trouve. Donc, j'ai un rapport maintenant beaucoup plus doux, acceptant, moins jugeant envers moi, envers mes peurs. Donc c'est ça la grosse différence qui fait que je vais bien, je vais mieux, je me sens plus en paix, je m'aime plus maintenant. Je suis ravie de l'entendre et j'espère que tu es fière de tout le chemin que tu as parcouru et de tout le travail que tu continues à faire, non seulement sur toi-même, mais aussi au service des autres. Toute cette énergie que tu mets au service des autres, je trouve ça extrêmement admirable. Et ton témoignage me touche énormément aussi. Une toute petite dernière question. Quels sont tes projets dans la période qui vient? En fait, j'ai plein de projets qui s'en viennent. En fait, je peux t'annoncer que je lance un nouveau site web. Magnifique. Donc, un site web revampé pour femmesansenfants.com parce que cette année, je fête les 10 ans de la création de mon site. Donc, je suis fière d'offrir ça aux femmes et aux hommes qui me suivent. Je suis aussi en processus de rédaction d'un livre. Ah. Et aussi, bien évidemment, c'est sûr que je participe à la World Childless Week en créant du contenu, en partageant tout ça durant cette semaine importante. Donc, c'est ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, voilà, plein de pain sur la planche, comme on dit. Mais beaucoup de force et d'énergie. Merci beaucoup, Catherine Emmanuel, pour ce témoignage sincère et particulièrement poignant. C'était vraiment un honneur de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je te souhaite vraiment le meilleur dans tous tes projets. Merci à toi, Yasmine. Ça a été vraiment un plaisir de partager avec toi. Puis bravo pour le travail que tu fais parce que c'est super important de parler des peurs
et de faire tomber les tabous par rapport aux peurs en général, quelles qu'elles soient, et particulièrement dans le cas qui nous intéresse, les peurs liées avec le fait de ne pas avoir d'enfant et de vivre sa vie sans l'enfant. Sensibiliser les autres à un vécu que l'on a fini par accepter. Partager ses peurs et les souffrances que l'on porte. S'en libérer en encourageant à leur tour les autres à abandonner leur invisibilité. Assumer ses contradictions et être pleinement l'héroïne de sa vie. En voilà une belle mission, d'autant plus dans une société où la souffrance met mal à l'aise et où le silence qui l'entoure aggrave encore plus les blessures. Oui, Catherine Emmanuel n'est pas mère, n'a pas d'enfant. Elle n'en est pas moins une femme accomplie qui rassure, apaise, construit, crée et inspire. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Anti-Héroïne.